Merci de rester avec nous et je salue mon dernier orateur, Jean-Jean Rimel-Notte, qui est psychanalyste, lacanien, et qui dirige une petite association de psychanalystes, un petit groupe sur Strasbourg. Merci Laurent. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le comité d'organisation du THS, pas de manière formelle, mais parce que pour son ouverture d'esprit, tout simplement. Je remercie en particulier Jean-Pierre Deloued, avec qui j'ai discuté du point que je vais aborder aujourd'hui. Et je vois que Jean-Jacques Deglon est dans la salle et je tiens à le saluer parce que moi, je me souviens que c'était un sacré combattant au moment où les traitements de substitution aux opiacés n'allaient pas de soi. Oui, Jean-Jacques, il y a même eu un psychanalyste qui t'a suivi à ce moment-là. Alors, cet exposé requiert un préalable qui vous permettra de situer mes attendus de départ. Pratiquant la psychanalyse lacanienne, j'en suis venu à m'intéresser à la pratique des substances lors de l'introduction des traitements de substitution aux opiacés sur la base d'un contrat simple. Pour que les personnes puissent venir me voir en analyse alors qu'elles étaient sous l'effet d'une drogue, pour qu'elles puissent entreprendre une analyse, eh bien, l'appui d'une substance de substitution pouvait s'avérer utile. Voilà, c'est de là que je suis parti. Depuis l'époque de ce constat, j'ai suivi le développement des connaissances portant sur ce que nous appelons, semble-t-il provisoirement, les addictions. Et je vous livrerai trois conclusions, je commence par des conclusions, auxquelles je suis arrivé avant d'en arriver à l'idée d'une convergence possible entre neurobiologie et psychanalyse. Je vous rassure tout de suite, moi je n'ai pas la compétence pour avoir une vision détaillée de ce que la neurobiologie ni de la psychanalyse. Donc ce que je ferai, c'est de vous soumettre des réflexions. La première de ces conclusions est d'ordre épistémologique. Psychanalyse et neurobiologie évoluent dans des champs différents. Elles n'ont rien en commun. L'idée d'un recouvrement de l'une par l'autre est vaine. Pourtant, en posant ce préalable, je n'abonde pas dans l'idée dominante actuelle. Le paradigme neurobiologique induit, au contraire, une théorie unitaire de l'esprit qui parie sur la nécessaire convergence, voire la fusion à moyen terme entre neurobiologie et psychanalyse. Je vais vous citer un passage écrit par Eric Kandel. Je cite. « Il y a fort à parier qu'en faisant appel à la biologie pour étayer des idées psychanalytiques, on fortifiera le rôle de la psychiatrie dans la médecine moderne et on encouragera une pensée psychanalytique fondée sur l'expérience à rejoindre les forces qui tentent de définir la nouvelle science de l'esprit. L'objectif de cette fusion est d'unir dans un même élan le réductionnisme radical qui sous-tend la biologie fondamentale et la tentative de comprendre l'esprit humain que conduisent la psychiatrie et la psychanalyse. Cela est, après tout, le but ultime de la science du cerveau. Relier les travaux en physique et en biologie portant sur la nature qui nous entoure, y compris les êtres vivants, à la compréhension des trames intimes de l'esprit et de l'expérience humaine. » Fin de citation. Eh bien, cette idée fait quasi consensus. Comme nous y invitait récemment Jean-Paul Tassin, c'est en affinant sa clinique que la psychanalyse
arrivera aux mêmes conclusions que celle de la neurobiologie quand celle-ci sera suffisamment développée. Toutefois, cette vision d'une grande union à venir suppose elle-même une unité du corps et de l'esprit qui va à l'encontre de la dichotomie cartésienne entre psyché et soma. Vous savez que Spinoza sert souvent de référence à la neurobiologie. Damasio, par exemple, en est un exemple. Henri Atlan, qui travaille sur la question de l'intention, passionnant travail, Henri Atlan, lui, préconise une neurophysiologie spinoziste sur la base d'études qui ont été faites et qui montrent que lorsqu'il y a un acte intentionnel, curieusement, eh bien, l'action intentionnelle proprement dite se déclenche avant la conscience de l'acte intentionnel. Pourquoi Spinoza ? Je vous rassure, je ne vais pas me lancer dans une approche philosophique, mais je vais simplement vous citer cette petite phrase de l'éthique qui me semble justement du plus grand intérêt. Il dit « L'ordre de la nature tout entière, y compris en ce qui concerne la pensée, doit également s'expliquer par le seul attribut de l'étendue. » Le seul attribut de l'étendue, c'est donc le corps, le soma. Il n'y a par conséquent, pour l'option spinoziste que prend la neurobiologie, il n'y a pas de distinction possible entre le corps et l'esprit parce que le corps est l'esprit, et EST, l'esprit. Henri Atlan indique bien que la pensée de Spinoza n'est ni matérialiste ni idéaliste parce qu'elle est à la fois matérialiste et idéaliste. Alors pourquoi, me direz-vous, pourquoi est-ce que, par exemple, je ne m'inscris pas dans cette axiomatique du paradigme qui pose que le corps est l'esprit ? Bien, il y a eu un moment historique très important qui se situe dans les années 60, 1960, au moment où la neurobiologie connaissait les débuts de son essor, et au moment où se produisait dans la psychanalyse une révolution, c'est-à-dire au moment où Lacan commençait son enseignement. Et donc, je voudrais simplement vous dire que cet enseignement qui a été apporté par Lacan a déplacé le centre de gravité de la psychanalyse vers le langage et ses effets. Vous savez que Freud était souvent critiqué pour son scientisme et qu'il a écrit très tôt des textes d'allure neurobiologique, comme par exemple celui qu'on appelle l'esquisse d'une psychologie scientifique. C'était un neurologue, ne l'oublions pas. Eh bien, justement, ce que Lacan a fait, c'est de déplacer ce qui pouvait paraître être le pendant biologique de la psychanalyse vers un champ qui était un champ purement propre au langage, marqué qu'il était par le structuralisme de son époque et aussi par l'avènement de la linguistique structurale. Au même moment, eh bien, se développait la neurobiologie qui donnait ses fondements à la science du cerveau. Bien entendu, elle est née bien avant, mais elle a véritablement pris son essor à cette époque-là. Et donc, je voudrais simplement vous faire part de la concomitance de ces deux mouvements qui se situent historiquement à cette époque. Pourquoi est-ce que je vous en parle ? Parce que cela a entraîné une confusion. Et je voudrais essayer de vous donner un exemple. Quand je dis le mot parole,
je ne suis pas neurobiologiste, mais ce qui va intéresser le neurobiologiste, c'est justement les mécanismes de production de la parole. Là-dessus, le travail est absolument immense et les avancées sont absolument magnifiques. Mais ce qui est en question, avec le mot parole, c'est effectivement quels sont les mécanismes au niveau cérébral qui sont sollicités pour pouvoir me permettre, comme je suis en train de le faire aujourd'hui, de proférer tous ces mots. Donc il y a dans l'approche neurobiologique le souci, je dirais, d'un mécanisme, d'une cause mécanistique, mais qui est complexe, puisque nous savons qu'il y a des facteurs physiques, électriques, biochimiques, génétiques, épigénétiques qui interviennent, et puis aussi des différences d'échelle qui font qu'on doit penser l'affaire pas seulement au niveau moléculaire ou cellulaire, mais aussi au niveau des connexions cérébrales, et que l'affaire ne se situe pas seulement au niveau des sites, mais aussi au niveau de leur interconnexion. Lacan, lui, quand il parle de la parole, c'est dans sa dimension équivoque. C'est-à-dire qu'il ne se soucie nullement de savoir quel est le mécanisme de ce qui produit la parole. Non pas qu'il la récuse hautement en disant que l'affaire ne vaut pas la peine, pas du tout, mais c'est parce qu'il essaie de définir le champ où se joue la psychanalyse. Et ce champ est plutôt du côté des effets de la parole que sur la recherche de la cause matérielle de la parole. Et c'est ce qui fait, si vous voulez, qu'on pourrait même imaginer que quand je dis le mot parole, il y aurait une ligne de crête commune qui serait le mot parole entre la neurobiologie et la psychanalyse. Je crois que c'est malheureusement là que se situe la confusion. Je ne crois pas que nous parlions de la même chose lorsque nous employons malheureusement le même mot. Où est-ce que je veux en arriver ? Bien, à la deuxième conclusion, c'est qu'il n'y a pas de neuropsychanalyse possible. Vous savez que la neuropsychanalyse est née dès 1970 aux États-Unis et aussi en Angleterre. Je crois que c'est un mouvement qui est un mouvement très intéressant qui s'est développé en particulier à partir des travaux de Solms. Mais justement, c'est un mouvement qui est né à partir de l'idée qu'on pouvait identifier la trace mnésique ou la trace psychique dont parle Freud, ce qui vient s'inscrire dans la mémoire avec la trace biologique. Et c'est vrai qu'un certain nombre de textes de Freud prêtent à cette interprétation. Et donc vous voyez pourquoi je crois qu'il y a toute une lecture de toute une partie du travail de Freud qui est tout à fait fondée quand on voit les travaux d'Holmes pour dire qu'on peut soutenir cette idée que, eh bien, quand Freud parlait de la trace mnésique, la neurobiologie, en fait, a introduit la science en remplaçant cette trace mnésique freudienne par la trace biologique. Et effectivement, nous pouvons effectivement constater que eh bien, cette équivalence continue aujourd'hui. Je crois, par exemple, je ne pense pas seulement aux travaux de l'école de Lausanne, mais je crois qu'il y a un certain nombre de psychanalystes qui, aujourd'hui, pensent que les neurosciences et la psychanalyse ne sont, au bout du compte, qu'une seule et même chose. Je crois que ça s'appuie sur cette idée toute simple, selon laquelle il y a identité entre la trace dite psychique, trace mnésique, comme vous voudrez, et la trace biologique. Et donc, je vous proposerai, à la suite de ce que je viens de vous dire, pour dire que tel n'est pas le cas. Dès lors, dites-moi, qu'est-ce que nous allons faire lorsque nous entendons parler de cette convergence entre psychanalyse et neurobiologie? Si ce sont des méthodes qui sont des méthodes différentes
Si la neurobiologie est une science, et si, effectivement, comme Jean-Pierre Delouette le disait ce matin, qu'est-ce que la conscience sans science ? Je pense qu'effectivement, cette question est une question que doit traiter la neurobiologie. Or, ce qui intéresse la psychanalyse, c'est pourquoi la petite sandalette de Freud, qui lui échappe du pied, qui va voler jusqu'à une petite statuette égyptienne, va toucher pile la statuette égyptienne qui va tomber. Et pourquoi ? Est-ce que Freud, au lieu de se dire « Eh bien, ceci est lié à une aberration du fonctionnement de mon cerveau » ou à une bizarrerie, ou, pourquoi pas, à des processus cognitifs inconscients, il pose que là, il y a quelque chose qui, de sa conscience propre, est en train de lui échapper et qui lui appartient d'explorer. Voilà. Je suis certain qu'on pourra essayer de faire l'imagerie cérébrale du moment précis où, bon, avec Freud, ça risque d'être un peu difficile aujourd'hui. Mais disons, imaginons que la chose ait été possible, pour voir s'il n'y a pas une petite lumière qui s'allume quelque part dans la zone préfrontale pour repérer et localiser l'endroit précis d'où part l'action intentionnelle, que je crains qu'on ne voit rien. Telle est du moins mon option que je vous propose. Et je conçois là-dessus que nous ayons une belle discussion à mener. Alors, quelle convergence est possible entre neurobiologie et psychanalyse si ce sont des domaines qui sont des domaines hétérogènes? La psychanalyse n'est même pas une science. Elle tend vers la scientificité. Le travail de Lacan, c'est un travail de formalisation, de production d'un jeu de petites lettres, de littérisation, comme on le dit. Mais ces petites lettres ne font pas le calcul. Bon, non, le travail neuroscientifique, c'est un travail scientifique qui s'appuie sur toute une rigueur d'esprit et toute une façon de penser qui ne sont pas justement homogènes avec ceux de la psychanalyse, tout simplement parce que si l'on commençait à utiliser la méthode scientifique pour repérer l'origine cérébrale de l'action qui a provoqué le trajet de la petite sandalette, eh bien je pense qu'on raterait la psychanalyse du même coup. Parce que l'affaire se situe dans un après-coup où il n'y a pas de localisation anatomique possible. Quelle convergence est possible ? Je voudrais... Combien de temps me reste-t-il, Laurent ? Il reste encore une dizaine de minutes. Oui, alors je vais tenir mon propos. Je voudrais, pour répondre à cette question sur une convergence possible, vous dire que 3 champs de juridiction ont défilé dans la courte histoire de l'usage des drogues. La juridiction psychiatrique, assimilant la toxicomanie à une psychose toxique, la démarquant de la psychose endogène. La psychanalyse, moi je dirais que ce serait plutôt une sorte de psychanalysme, mais enfin, comme Castel le disait très bien. Mais bon, admettons que je dis la psychanalyse, qui fait de la pratique des drogues un symptôme qui appelle son déchiffrage en vue de la levée de ce symptôme. Cette époque, à mon avis, est heureusement révolue. Et la neurobiologie, enfin, qui pose, comme je vous le disais tout à l'heure, le caractère mécanistique des troubles cérébraux et élabore des stratégies d'apprentissage dans une visée de compensation de ces troubles. Eh bien, aujourd'hui, on peut s'interroger, quand on voit la succession de ces 3 temps depuis le milieu du XIXe siècle, on peut s'interroger si, lorsqu'un paradigme disparaît, est-ce qu'il disparaît complètement ou est-ce qu'il survit sous une certaine forme alors qu'un autre a déjà pris la place ?
est-ce que l'avènement de la neurobiologie a supprimé complètement la référence à la psychanalyse, qui était quand même reine, il n'y a pas si longtemps que ça? Eh bien, je pense que cette succession de 3 sujets, le sujet toxicomane, donc le sujet fou du toxique, le sujet de l'inconscient, et enfin ce sujet que j'appellerai, faute de mieux, vous m'en pardonnerez j'espère, le sujet cérébral, qui est d'ailleurs beaucoup plus difficile à localiser actuellement et à situer, bien que des travaux soient actuellement en cours dans ce sens. Eh bien, la question qui se pose, c'est de savoir, non pas comment s'est opéré le passage de l'un à l'autre, mais dans le mouvement de ce passage, qu'est-ce qui s'est produit? Voilà. Eh bien, ce que je voudrais vous soumettre, c'est que dans le mouvement de ce passage, qui nous fait partir du sujet de la folie du toxique, en passant au sujet de l'inconscient, et maintenant au sujet cérébral, je pense que ce qui a été exclu, c'est un certain type de sujet, du fait d'un effet de ce que j'appellerais le décentrement. Si nous lisons, si nous suivons de près l'enseignement, les séminaires et le travail de Lacan, nous voyons que ce qui a été son obsession, et donc ça c'est un point qui est très important, c'est que le sujet de l'action de la petite sandalette qui s'envole, ce n'est pas le moi. Le moi, c'est autre chose. Le moi, c'est ce qui fait mon apparence. Le fait que j'ai une chemise blanche et que j'ai mis une veste exceptionnellement aujourd'hui, que je me présente à vous d'une certaine manière, ce n'est pas ça qui est déterminant. Ce sujet de l'inconscient est pourtant, alors qu'il est éphémère, évanescent, fugace dans sa manifestation, ce sujet peut être déterminant puisqu'il peut nous amener à commettre des actes manqués, voire faire des rêves, voire tomber au travers d'une rue par terre et à ce moment-là rencontrer une personne qu'on n'attendait pas et qui va transformer votre vie. Cette toute petite chose, ce presque rien qui est ce sujet de l'inconscient, ce n'est pas le moi. Et le travail de la psychanalyse, ça a été un travail de décentrement du moi vers ce sujet. Or, que fait la neurobiologie aujourd'hui ? Bien, là-dessus, je vous propose, pour ceux qui le connaissent, en tout cas, je me référerai aux travaux d'Henri Atlan, en particulier dans ce livre qui vient de paraître en janvier 2011, qui s'appelle « Le vivant post-génomique » ou « Qu'est-ce que l'auto-organisation ?» Il a aussi publié un petit fascicule qui s'appelle « Aux frontières de l'humain » avec Franz de Waals. Je vous lis ce passage qui se trouve dans le petit fascicule. Les découvertes, je cite, ou redécouvertes de la vie de l'inconscient et des motivations inconscientes des discours et des actions des hommes, plongeant profondément leurs racines dans le monde dit animal, ont été à l'origine des premiers coups assénés au nom de la science à cette image de l'homme créateur de ses discours, de ses actions, et dominant par eux un monde de la nature qu'il aurait transcendé par essence. Plus besoin, nous dit Atlan, à partir par exemple du concept d'auto-organisation qui montre, selon les échelles, qu'il peut y avoir, à partir d'éléments qui sont des éléments non vivants de la nature et qui s'auto-organisent d'une certaine manière, apparition du phénomène de l'émergence qui fait qu'il y a un changement qualitatif en ce qui concerne la nature même des éléments qui se sont ainsi auto-organisés. La non-vie, le non-vivant, les molécules donnent la vie. Et donc à partir de ce moment-là, nous n'avons pas, et je m'en excuse par rapport à certaines interventions qui ont précédé, Henri Atlan pense que du coup, nous n'avons plus besoin d'un principe organisateur de ces molécules et de ce non-vivant qui serait à l'origine justement du vivant.
le grand horloger de Voltaire, nous n'en avons plus besoin parce qu'il y a quelque chose qui, dans la logique même de ces petits mécanismes dont on parlait tout à l'heure, provoque une organisation et des phénomènes d'émergence. Eh bien, là aussi, je pense que nous avons affaire à une destitution de l'homme cartésien, l'homme de la conscience, l'homme de la maîtrise et du contrôle de ses actes et de ses pensées. L'homme qui a la possibilité de pouvoir accéder à sa conscience parce qu'elle est transparente à lui-même. L'homme, au fond, maître de la nature. Eh bien, je trouve que là, peut-être, que ce soit tant en ce qui concerne les données actuelles de la neurobiologie qu'en ce qui concerne les acquis de la psychanalyse, c'est là peut-être qu'il y a effectivement une convergence. Dans le passage dont je parlais, de ces changements, du sujet toxicomane, du sujet de l'inconscient, en passant par le sujet cérébral, cette évolution s'est produite parallèlement à un mouvement de destitution du sujet maître de la nature et qui fait que si psychanalyse et neurobiologie convergent exactement sur ce point, la question qui va se poser à elle, dans la neurobiologie aussi à la psychanalyse, c'est dans quelle mesure la blessure narcissique incontournable que cet effet produit va-t-il être supportable ? Merci.